vous retrouver sur votre émission Wilikidjo. Wilikidjo est une émission qui vise à conscientiser, à responsabiliser, à motiver les jeunes à prendre leur destin en main. Pour cela, nous faisons appel à des leaders, à des entrepreneurs pour qu'ils partagent et conseillent les jeunes sur les motivations, les innovations technologiques, l'entrepreneuriat, la gestion financière et managériale. Avant d'avancer, nous souhaitons remercier nos partenaires qui sont Resto Misana, GMS Pictures, le groupe Mediasoft, Canela Couture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un docteur, un écrivain inspirant, passionné par l'innovation et le changement. Il a su transformer ses idées en projets concrets, faisant preuve d'une créativité remarquable dans un monde en constante évolution. Entrepreneur chevronné, il accompagne de nombreuses entreprises dans leur développement et leur transformation. En tant que fondateur de Claudel Nubissi International Consulting, il offre des conseils stratégiques adaptés aux enjeux contemporains. Avec un parcours qui témoigne de son engagement, il prit le temps de partager ses connaissances à travers l'écriture, offrant aux jeunes des conseils précieux pour réussir dans l'entrepreneuriat. Son expertise personnelle et son approche unique de l'entrepreneuriat font de lui une icône et une voix incontournable pour les jeunes qui inspirent à créer et à motiver. Préparez-vous à découvrir son parcours, ses réflexions, ses conseils pratiques pour réussir dans un monde de l'entrepreneuriat. Dr Claudel, good morning, welcome. Ini Sogoma, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission. D'accord. Comment est-ce que vous vous décrirez pour les gens qui ne vous connaissent pas? En deux mots, médecin et entrepreneur. Médecin parce que c'est ma formation purement académique. Entrepreneur parce que j'ai eu à initier plusieurs projets qui aujourd'hui sont développés dans plusieurs secteurs d'activité. D'accord. Et parlez-nous un peu de vos débuts en tant qu'entrepreneur. Les débuts en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que ça prend en considération beaucoup d'aspects, mais je vais juste prendre les éléments déclencheurs. D'accord. Donc, comme je le disais, je termine mes études de médecine. Nous sommes en 2014. Après mes études de médecine, comme tous les médecins, je travaille dans plusieurs structures hospitalières. Oui. Mais le premier choc se produit lorsque je ne réussis pas à intégrer la fonction publique parce que ça se passe sous concours. Et comme j'avais eu à effectuer mes études dans une faculté privée, dont je n'ai pas réussi le concours. Et voilà, je travaillais dans des structures privées, j'essayais de me débrouiller en effectuant des gardes au quotidien. Et un jour, n'en pouvant plus de fonctionner ainsi, je me suis dit peut-être il faudrait que je lance mon propre projet. J'avais déjà un projet sur lequel je travaillais avec certains collègues qu'on avait appelé SOS Médecins Cameroun. Okay. C'est donc comme ça qu'en utilisant les réseaux sociaux, parce que voilà, sans les réseaux sociaux, cela n'aurait jamais pu être possible, en 2015, je commence à me lancer. Donc c'est comme ça que je commence à effectuer les consultations à domicile, parce que c'était ça le concept du projet. Tout ce qui est médecine en dehors de l'hôpital, c'est ça qu'on appelle la médecine extra-hospitalière. Donc j'avais acheté un sac, j'avais mon stéthoscope, mon tensiomètre, j'allais à domicile effectuer les consultations, j'obtenais les patients sur Internet, plus précisément sur la page Facebook SOS Médecins Cameroun. Ensuite, le projet s'est développé, il y a eu beaucoup d'autres collègues qui ont décidé de rejoindre l'aventure, nous avons développé le projet et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Au début, quelles étaient les contraintes que vous avez rencontrées dans votre carrière de jeune entrepreneur? Alors, les contraintes sont celles que rencontrent la plupart des entrepreneurs en Afrique francophone, plus spécifiquement au Cameroun, parce que c'est au Cameroun que j'ai commencé. La première contrainte, c'est le fait que tu n'as pas l'expertise pour le faire, parce que quand moi je me lance, je n'ai pas de formation en entrepreneuriat particulièrement. Parce que certaines personnes pensent qu'on peut se lancer juste comme ça, de manière spontanée. Moi, je trouve que non. Entreprendre, c'est difficile. Entreprendre nécessite un certain nombre de compétences qu'il faut pouvoir développer, ce que je n'avais pas, donc ce qui me poussait à commettre beaucoup d'erreurs. La deuxième chose qui me manquait, c'est le financement. Parce que forcément, quand on se lance, on a besoin d'acheter du matériel, on a besoin de communiquer, on a besoin de pouvoir se déployer, de pouvoir prendre un local, ainsi de suite. C'était assez difficile. Moi, peut-être l'avantage que j'avais au début, c'était celui d'avoir mes parents, plus spécifiquement ma mère, parce que voilà, mon père il ne croyait pas trop au projet. Donc, il n'a pas voulu m'accompagner par rapport à ça. Ma mère a décidé de mettre à ma disposition un capital. Je ne pourrais pas dire qu'il était beaucoup, s'il était petit, ça dépend de comment est-ce qu'on voit le problème. C'était pratiquement 300 000 francs
Et puis, ça m'a permis d'acheter le matériel pour commencer au départ. Vous êtes d'accord avec moi qu'à partir d'un certain moment, l'argent finit, il faut continuer. Donc, ça, ce sont les difficultés qu'on rencontre. Pas de formation, pas de capital suffisant pour tenir sur du long terme, pas de collaborateurs fiables avec qui travailler. Au départ, j'étais tout seul. Après, il y a des personnes qui viennent, des personnes qui s'en vont. Et du coup, à un moment donné, on a l'impression de tourner en rond. Ça, c'est l'autre difficulté qu'on rencontre. L'autre difficulté aussi, parfois, c'est l'environnement qui n'est parfois pas propice lorsqu'on est jeune et qu'on entreprend. C'est difficile de collaborer avec les autres qui estiment qu'on n'a pas assez d'expérience, qui estiment qu'il nous faut encore faire nos classes. Les parents aussi, parfois, ont été un obstacle parce qu'ils estimaient qu'avoir un projet aussi vite, l'idéal, c'est de continuer ses études, c'est de voyager même pour aller à l'étranger. Donc voilà un peu les contraintes que j'ai rencontrées qui m'ont poussé à quitter la maison, à aller vivre seul pour continuer mes rêves et mes aventures. Ah, d'accord. Et dans tout ça, quel était le rôle qu'a joué votre entourage? J'ai envie de dire que mon entourage, c'est un peu difficile parce que c'est un peu une question philosophique. Je vais expliquer. D'accord. L'entourage ne soutenait pas, de toutes les façons. Mais en même temps, c'était un carburant du fait qu'ils ne soutenaient pas. Parce que comme ils ne soutenaient pas, ça me poussait donc à vouloir leur démontrer que ça fonctionne. Oui. Donc du coup, j'utilisais un peu leur rejet comme une sorte de carburant pour pouvoir, moi, leur démontrer que si vous n'y croyez pas, moi j'y crois et ça va fonctionner. Donc l'entourage ne m'a pas soutenu du tout, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis, que ce soit des proches. Et c'est lorsqu'on a commencé à avoir un certain type de résultats qu'ils se sont dit, bon, peut-être finalement il n'est pas fou. Il faudrait peut-être tenir une oreille un peu plus attentive à ce qu'il fait. Donc l'entourage a été bénéfique dans le sens où, ne croyant pas en ce qu'on faisait, ils nous ont poussés à donner le meilleur. N'est-ce pas? Oui. Oui, nous avons beaucoup d'entrepreneurs sur le continent africain, mais on voit que vous êtes un peu différent des autres. C'est-à-dire tout ce que vous parvenez à toucher se transforme en or. Mais qu'est-ce qui fait cela? Quel est ce petit truc qui vous différencie également des autres entrepreneurs? Bon, après, ça dépend de ce qu'on appelle l'or. Moi, j'ai eu à toucher des choses qui se sont transformées en cataclysme, en prison, en mort même. Donc, du coup, ça dépend. Maintenant, je comprends le sens de la question. Oui. C'est de dire que peut-être ce qui a fait notre différence, parce que c'est un empire que nous sommes en train de bâtir avec plusieurs personnes. Je ne peux pas avoir la prétention de le faire seul ou de l'avoir fait seul. Certes, j'ai initié beaucoup de choses, mais j'ai été accompagné par beaucoup de personnes et je continue d'être accompagné par ces personnes que je remercie en passant. Peut-être ce qui fait notre différence, c'est d'être très radical. C'est vrai qu'on est assez radical sur plusieurs sujets. Ça peut être le système éducatif, ça peut être la politique, ça peut être la religion, ça peut être la manière de concevoir les projets. Donc, on est assez radical. Et quand tu es très radical, forcément, tu te fais remarquer. Tout à fait. Parce que tu ne penses pas forcément comme la masse. Donc, du coup, soit on t'aime énormément, soit on te déteste énormément en même temps. Donc, ça, c'est la première chose qui a fait en sorte qu'on se démarque. La deuxième chose, c'est le fait de toujours travailler ensemble. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où travailler ensemble est conçu comme une grande menace. Chez nous, les Africains, très peu veulent travailler ensemble. Tout à fait. Chacun aime dire que j'ai mon projet, je suis tout seul, je suis sous fonds propres, je n'ai pas de crédit, je ne travaille pas avec l'argent des gens, et ainsi de suite. Donc du coup, la plupart des gens conçoivent l'entrepreneuriat de cette façon. Nous, on a décidé de se dire, nous, on peut faire des choses ensemble. On a reçu beaucoup de coups, comme on peut s'y l'imaginer, mais ça ne nous empêche pas de croire que c'est ensemble qu'on peut le faire. Tout à fait. Parce que les autres se mettent ensemble contre nous. Les États se mettent ensemble, les entreprises se mettent ensemble. Je ne vois pas pourquoi nous, on pense qu'on pourrait évoluer seul. Donc, ce qui a fait la différence, c'est que dans tous nos projets, on travaille ensemble. Nous sommes très, très nombreux à collaborer sur ces différents projets, ce qui forcément fait la différence. Parce que moi, je ne connais pas tout. Oui. J'aime toujours dire que nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Donc, du coup, chacun apporte sa contribution et ça permet de créer quelque chose que quelqu'un seul ne pourrait pas créer. Oui, tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, docteur, si une de vos entreprises était un plat camerounais, ça aurait été quoi et pourquoi? Le ndolé avec la viande et les frites de plantain mûr. Parce que voilà, ce qu'on fait est agréable à consommer et tout ce qui est agréable est difficile à obtenir aussi. Parce que quand je dis le ndolé avec les plantains mûrs
Et la viande, ça veut dire qu'il faut élever, ça veut dire qu'il faut marcher sous le soleil, ça veut dire qu'il faut pouvoir tenir pendant longtemps pour avoir un bœuf de qualité ou alors une viande de qualité. Ça veut dire qu'il faut avoir des compétences pour faire un très bon mets. Ça veut dire que ça s'assimile à la passion, les challenges, les difficultés, tout ça mélangé, ça donne toujours forcément quelque chose d'agréable. Dans le ndolé. Oui, le ndolé, Ah oui. Je vais te faire goûter ça, c'est extraordinaire. D'accord, merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Et quelle est l'importance du mentorat dans le domaine de l'entrepreneuriat selon vous? Alors, j'ai un problème avec le mentorat dans sa définition principale, mais dans le principe, oui. Je prends un exemple. Généralement, chez nous, quand on parle de mentor, on parle de quelqu'un voilà, qu'on suit, qui nous inspire, qui a réalisé de grandes choses, qu'on rencontre régulièrement, il nous donne les conseils, il nous donne la voie à suivre, c'est lui qui nous dit comment est-ce qu'on doit se comporter et tout. Moi, je ne crois pas en ça. Tu vois, moi, je ne crois pas en ça. Pourquoi? Parce que je trouve déjà qu'on ne peut pas faire ça gratuitement. Tu vois, parce que parfois chez nous, quand quelqu'un dit « je veux que tu sois mon mentor », c'est une manière de dire que je veux que tu m'accompagnes gratuitement, je veux que tu me formes gratuitement, je veux que tu me partages ton expérience gratuitement. Beaucoup de personnes sont décédées comme ça. Beaucoup de personnes sont entrées dans des cercles ésotériques comme ça. Beaucoup de personnes sont devenues homosexuelles comme ça. Parce que personne ne va t'accompagner gratuitement. En fait. Donc moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en quelqu'un qui connaît tout et qui peut te donner des conseils sur tout pour t'orienter dans ce que tu dois faire dans ta vie. Moi, je ne crois pas en ça. Parce que moi, je dis toujours qu'en entrepreneuriat, la réussite, c'est l'exception. Si tout le monde dans cette salle se lance en entrepreneuriat, dans 10 ans, soit nous tous, on aura échoué, soit il y aura peut-être une, deux maximum qui vont pouvoir s'en sortir. Donc, quelqu'un qui a réussi à s'en sortir ne peut pas dire que c'est seulement grâce à son talent, ou grâce à son argent, ou grâce à ses compétences. C'est faux. Tu vois, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension, je veux dire quoi, conjoncturelle, il y a la chance qui intervient, il y a beaucoup de paramètres qui font que tu ne peux pas dire que parce que tu as réussi à faire certaines choses, tu as qualité pour pouvoir devenir le mentor de quelqu'un et lui dire ce que lui doit aussi faire pour réussir. Par contre, on peut partager son expérience dans le but que les gens s'en inspirent, pas pour faire la même chose, mais pour comprendre que c'est possible et qu'ils peuvent pouvoir voir ce que les autres ont fait pour croire qu'eux aussi peuvent faire. Donc, on peut inspirer les autres. Mais ce parcours selon lequel on a quelqu'un qui est notre mentor et on le suit, on fait ce qu'il dit, on fait ce qu'il a fait, moi, je trouve que c'est très dangereux, à mon avis, et je ne peux pas recommander ça à quelqu'un. Maintenant, est-ce qu'on devrait s'inspirer de ce que les autres ont fait pour pouvoir déjà voir que c'est possible et nous aussi avoir la détermination nécessaire pour ne pas commettre les mêmes erreurs et créer notre propre voie? Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire, mais il faut éviter au maximum de dire que tel je le suis, c'est... Sauf si peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation particulière et tout, mais il y a beaucoup de vices. C'est pour ça que j'évite d'avoir ce type de... Je ne veux être le mentor de personne, de toutes les manières. Je n'en ai pas envie. J'estime que je partage assez mes connaissances. Si quelqu'un veut s'en inspirer, j'ai écrit beaucoup de livres, je produis beaucoup de vidéos, on fait beaucoup de formations, la personne peut suivre. Si la personne veut qu'on l'accompagne, c'est un programme de formation. La personne peut souscrire un programme, on l'accompagne. Après le programme, lui-même, il peut se débrouiller sans pleurer. Si la personne estime que nous, on a une expérience à lui partager, on peut lui partager notre expérience. Mais dire qu'on va marcher main dans la main, non. Oui. Tu vois, moi, je ne veux pas marcher main dans la main avec quelqu'un. Parce que j'estime que chacun a son prix à payer. Tout à fait. Chacun a son chemin, chacun a son fardeau. Et il doit payer le prix. Il ne faut pas qu'il pense qu'il y a quelqu'un qui va tenir sa main. Et comme on tient sa main, il ne va subir aucune difficulté, il va seulement avancer. Non, ça n'existe pas. Du moins, je n'y crois pas. En parlant d'écriture, vous avez écrit des œuvres. Oui. Il y a des formations, certaines de vos formations sont sur l'Internet. Oui. Et cela ne vous a pas empêché d'écrire également des œuvres. Pourquoi est-ce que vous vous dites qu'il faut que j'écris des livres? C'est pour un autre public ou bien c'est pour... Bon, les livres déjà pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que aucune vidéo ne remplace un livre. Aucune vidéo. Ça veut dire quoi? La vidéo, c'est un peu comme le récapitulatif de ce qu'on pourrait retrouver dans un livre. Je prends un exemple. Les questions que vous êtes en train de me poser, si je devrais y répondre par écrit, je serais plus précis, je serais plus détaillé, je vais donner des explications qui sont plus pointues.
Quand c'est en vidéo, je donne juste un récapitulatif. Enfin, je donne juste quelques idées globales. Donc, quelqu'un qui s'arrête sur la vidéo, en fait, il a 5-10% maximum de ce qu'il faudrait savoir, même s'il est en train de discuter avec la bonne personne. Ce n'est pas pour rien qu'à l'école, on utilise les livres, à l'université, on utilise les livres, ainsi de suite. Parce que le livre, on s'assoit, on pose un problème, on réfléchit suffisamment et on essaye d'expliquer de la manière la plus détaillée possible le problème en question en analysant tous les cas de figure, en prenant des exemples, en ouvrant des pistes de réflexion, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que le livre est toujours plus approfondi qu'une vidéo ou qu'un support sur Internet. Deuxième chose, c'est que le livre permet d'entrer dans le patrimoine intellectuel d'un pays et même d'une nation et même de l'humanité. Oui. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui vont soutenir, par exemple, des thèses ou alors des mémoires à l'université, oui, qui vont utiliser, par exemple, certains de mes ouvrages comme référence. Tout à fait. Ça veut dire si quelqu'un veut mener une étude sur l'entrepreneuriat en Afrique, il peut, par exemple, lire l'un de mes ouvrages qui parle d'entrepreneuriat en Afrique pour pouvoir avoir certaines références qu'il va utiliser pour son ouvrage parce qu'il a envie de répondre à une problématique. Donc, mon livre va pouvoir l'aider à pouvoir répondre à cette problématique-là parce que j'ai travaillé dessus, j'ai écrit dessus. Alors que si c'était juste une vidéo, ça ne pouvait pas être aussi approfondi que ce que lui recherche pour pouvoir apporter des solutions complètes. Donc, le livre permet déjà d'entrer dans le patrimoine, le livre permet de devenir immortel, le livre permet de pouvoir expliquer sa pensée de la manière la plus détaillée possible. Et aussi, le livre permet, si on veut aller sur le côté purement économique, de gagner de l'argent. Ah, ok, d'accord. Oui. Ça se voit que vous êtes très bien habillé. Merci et beaucoup. La marque qui est dessus, c'est SN. Oui. SM. SM, c'est l'abréviation de Sur Mesure. Sur Mesure. Parlez-nous un peu de cette marque. Alors, Sur Mesure, c'est une marque que nous créons en 2016. Pourquoi est-ce qu'on crée la marque? C'est une conséquence d'un problème qu'on rencontre. 2016, c'est la période durant laquelle nous lançons un projet qui s'appelle la Startup Academy. Okay. C'est un projet qui est basé sur ce qu'on appelle un trépied idéologique. Trépied, ça signifie trois choses. On sensibilise les jeunes sur tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. On forme les jeunes pour leur donner des compétences pratiques afin de pouvoir se lancer, leur présenter des opportunités. Et on investit dans des projets. Donc voilà les trois éléments du trépied de la Startup Academy. Donc pour commencer dans ce trépied, on a commencé par la sensibilisation et ça se faisait par des conférences. Donc, durant les conférences, on les organisait 2 fois par mois dans les villes de Yaoundé et de Douala, sont les 2 principales villes du Cameroun. Et étant donné qu'au départ, j'étais seul et je drainais beaucoup de personnes durant ces conférences-là, je me rendais compte qu'il y a des personnes qui étaient intéressées par les tenues que je portais. Parce que quand j'organisais une conférence, je rencontrais toujours un couturier, je lui demandais de me réaliser une tenue. Et puis, ceux qui participaient aux conférences étaient intéressés par les tenues. Donc, me rendant compte que c'est intéressant, je leur ai donc fait comprendre que voilà, vous pouvez commander cette tenue. Et quand je rencontrais le couturier, je lui ai dit donc d'écrire dessus sur mesure. Sur mesure parce que c'est une manière de dire qu'on conçoit le vêtement en fonction de tes préférences, qui prennent en considération tes mesures, ton métier, l'objectif que tu vas atteindre avec la tenue, ainsi de suite. Et on avait ajouté dessus by Claudel Numbi. C'est comme pour dire que c'était sur mesure, fait par moi. Donc, c'est comme ça que c'était écrit sur les tenues au départ. On abrégeait CGN, qui sont les initiales de mon nom. Et les gens commandaient dans les tenues au début. Ça donnait quand même de l'argent parce que quand tu as une conférence où il y a plus de 100 personnes, à la fin, tu as peut-être 5 ou 6 qui décident d'avancer de l'argent pour une tenue. Une tenue sur laquelle tu auras peut-être des marges de 5 000 à 10 000 par tenue. Ça n'a l'air de rien, mais je trouvais ça quand même intéressant puisque ça nous permettait de gagner de l'argent en plus des entrées de la conférence. Donc, on s'est donc dit, voilà, on va commencer à créer la marque comme ça. Après les autres conférences, les gens demandaient, est-ce qu'on fait des tenues pour les femmes? On a cherché des stylistes, femmes et couturiers qui pouvaient le faire, puisque moi, je ne sais pas coudre. Donc, je travaillais avec des personnes qui savent le faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à diversifier. D'autres personnes demandaient, est-ce que vous faites des chaussures? Est-ce que vous faites des sacs? Après, un jour, je me suis dit, mais attends, étant donné que le besoin il est important, pourquoi ne pas en faire une marque? Donc, c'est donc comme ça qu'on a donc commencé à collaborer avec des designers, des créateurs, des stylistes, des modélistes qui créaient des collections. Et on s'est dit, on va réunir donc plusieurs expertises et développer la marque. Et comme Sur Mesure by Claudel Numbi, c'était très long, on a donc décidé de réunir ça en 2 mots, S et M. C'est pour ça que vous allez toujours voir, que ce soit sur les tenues, sur les chaussures comme celle que je porte, c'est aussi une chaussure que nous fabriquons et beaucoup d'autres articles, les sacs et tout. On a créé cette marque qui se déploie au fur et à mesure. D'accord. Et qu'en est-il du projet de la valorisation des maillots locaux?
Alors ça, c'était un très bon projet parce que récemment, nous avons eu l'information selon laquelle l'équipe nationale du Cameroun, qu'on appelle les Lions indomptables du Cameroun, ont rompu leur contrat avec leur équipementier. Et ils ont donc effectué ce qu'on appelle un appel d'offres afin de pouvoir trouver un nouvel équipementier pour la sélection nationale. Nous, on a trouvé que c'était une très belle opportunité de montrer notre expertise. Et du coup, nous avons soumissionné en présentant notre dossier par rapport à ce projet. La première chose qu'on a voulu démontrer à travers cet axe, c'était de montrer que les Africains doivent apprendre à oser. Je ne vois pas trop pourquoi on devrait continuer de porter des marques étrangères dans nos sélections nationales. Je ne vois pas trop l'intérêt. Tu vois, moi, je prends un exemple. Supposons que le Mali est qualifié pour la Coupe du Monde. Le Mali arrive en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est l'un des événements les plus médiatisés au monde, suivi par des milliards de personnes. Le Mali doit jouer contre, je sais pas, le Brésil dans sa poule. Et ce jour-là, tous les médias sont braqués sur le match. Les joueurs maliens entrent au stade et tous sont en Puma. Moi, ça me gêne en fait. Ça me gêne énormément. Parce que il y a tellement de stylistes au Mali. Il y a tellement de grandes personnes au Mali capables d'habiller les joueurs maliens. Il y a tellement de Maliens qui peuvent se mettre ensemble pour le faire. Ça n'a rien de miraculeux. Le but était aussi de montrer ça. Que ce que les autres font, nous, on peut le faire. Il n'y a rien de magique dans la création d'un maillot. Le maillot, c'est rien du tout. Vraiment. Tu vois, c'est rien du tout. Donc, beaucoup d'autres personnes disaient, est-ce que vous avez les moyens de pouvoir financer la fédération et tout? Je dis que c'est un faux débat. C'est le projet qui fait l'argent, ce n'est pas le contraire. Nous, on développe cette marque depuis pratiquement 10 ans. On a déjà eu à réaliser un certain nombre de choses. On a les équipes pour pouvoir le faire. On a des partenaires avec lesquels nous travaillons, y compris sur le plan financier, pour pouvoir réussir à réaliser cette prouesse si l'opportunité nous était donnée de pouvoir le faire. Donc, le débat, il n'est pas à ce niveau. C'est déjà un débat sur le plan de démontrer notre autonomie, de montrer que nous ne sommes plus des esclaves. On va continuer à laisser les autres nous habiller. Le short nous dépasse. Nous aussi, les chaussettes. Non, on ne peut pas faire les chaussettes pour porter nous-mêmes pour notre match. Bien sûr, bien sûr. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'être des idiots. Moi, je refuse d'être un idiot, tu vois. Si on considère que les Africains sont les idiots, moi, je refuse et je sors du jeu vidéo là. Moi, je sors de ce jeu et je ne joue plus à ça. Donc, c'est une manière de démontrer que nous, on a tous les moyens nécessaires, toute l'intelligence nécessaire, tout l'accompagnement de partenaires financiers nécessaires, capables de nous accompagner à braver ce challenge. Et même si on ne réussit pas, ce serait une fierté de dire que, OK, peut-être on n'a pas encore votre niveau, mais c'est notre jour 0, jour 1, jour 2. Un jour, on aura le même niveau que vous. Pour pouvoir atteindre votre niveau, vous avez commencé quelque part. Donnez-nous aussi l'opportunité de pouvoir le faire. Les jeunes doivent être audacieux. Nous sommes donc audacieux et on veut habiller les sélections nationales. On ne va pas s'arrêter au Cameroun. Certainement, nous allons faire une proposition au Mali. On va faire une proposition dans tous les 54 pays africains. Il y a au moins un pays qui va accepter. Et si aucun n'accepte, on va faire les maillots de tous les pays. Et on va vendre ces maillots à travers le monde. Peut-être pas avec les effigies des pays en question. Par exemple, aujourd'hui, je suis habillé en SM avec les couleurs du Mali. Ce n'est pas interdit. Pas du tout. Pourquoi on ne ferait pas ça avec les maillots et vendre? On va le faire. Donc, qu'ils acceptent ou pas, on va vendre des maillots. Tu vois? S'ils acceptent, c'est bien. S'ils n'acceptent pas, ils vont faire avec nous. C'est obligé. C'est ça en fait qu'on veut démontrer. Il y a cette audace, il y a cette capacité à oser. Et il y a aussi le fait qu'on doit arrêter d'être infantilisé par les autres. On ne peut pas en 2024 continuer de porter la marque des autres. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens alors que nous, on peut le faire. Donc nous, c'est ce qu'on a décidé de faire, de démontrer que nous avons les capacités d'y arriver. Les gens n'y croient pas, mais j'ai envie de dire, même quand nos soldats révolutionnaires combattaient dans la forêt, les Occidentaux, personne n'y croyait. Ils n'avaient pas les chars de guerre, ils n'avaient pas la bombe nucléaire, mais ils croyaient en leur détermination, en leur capacité de pouvoir réaliser l'inédit. Et c'est ce en quoi nous croyons aussi. Et monsieur Dr Claudel, quel serait le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui? Déjà, si je devrais donner un conseil aux jeunes dans un premier temps, c'est d'oser. Après avoir osé, c'est d'être résilient parce que quand vous allez oser, ça sera très difficile. Vous allez recevoir énormément de coups. Moi, je dis toujours que plus on monte et plus le vent souffle fort. Qu'est-ce que je mets dans le vent ici? Je mets les difficultés, je mets les challenges. Donc, vous devez être résilient,
ne pas pleurer et toujours continuer de croire en ses rêves. D'accord. Dans une de vos vidéos, vous dites on ne pleure pas. En entrepreneur, lorsqu'on tente sa chance et qu'on tombe, doit-on pleurer ou se lever et continuer? D'abord, tout le monde s'en fout que tu pleures. Donc, puisque tout le monde s'en fout, ça veut dire que pleurer, ça ne change rien du tout. Quand je dis qu'on ne pleure pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aller chez toi, tu fermes la porte, tu te rassures qu'il n'y a personne, tu prends un seau, tu pleures seul à la maison. Quand tu as fini de pleurer, tu verses le seau là, tu te laves, tu t'habilles bien et tu continues d'aller batailler dehors. Parce que si tu pleures dehors, personne n'écoute. Tout le monde s'en fout. Tu vois, moi j'ai grandi dans un quartier difficile où quand tu pleurais dans la rue, on te fouettait plus. Puisqu'on ne pleure pas dans la rue. Tu vois, un homme, ce n'est pas une mauviette. Quand tu pleures dans la rue, tu es en train de montrer que tu es une mauviette. Tu peux pleurer à la maison, tu peux te cacher pour pleurer, mais tu dois continuer de te battre et être résilient. Tu t'imagines si Goïta pleurait? Il se place à la télé, les caméramans s'installent, les journalistes sont là. Et qu'on a pleuré, non, le Mali s'ouvre, le Mali. On va lui dire de partir. Oui. Parce qu'aucune personne ne voudrait voir notre leader en train de pleurer. Non. Tu vois? Est-ce que ça veut dire que quand il est seul à la maison, il ne pleure pas? Moi, je ne sais pas. Oui. Mais je suis sûr que parfois, il ressent les difficultés, il se dit, c'est pas évident, mais on va continuer de se battre jusqu'à la mort. C'est ce que tout le monde devrait avoir comme idéologie, comme mindset. Sinon, personne n'est sensible à tes pleurs, personne. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Dr. Claudel, un plaisir. D'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Merci.